Quel est le rôle d'un responsable technique et quelles sont les qualités que doit avoir un responsable technique aujourd'hui? Pour moi, il faut vraiment avoir une capacité à être leader, quoi. C'est-à-dire à amener les gens. En fait, pour moi, il faut que vraiment amener quand même quelque chose, un plaisir de travailler. J'ai un pouvoir un peu d'entraînement, d'amener les gens, de les responsabiliser, de travailler en équipe, c'est-à-dire la capacité à aller tous ensemble sur un problème, à créer une cohésion d'équipe, à essayer d'amener des solutions. Et après, ce qui est hyper important pour moi, c'est surtout la reconnaissance. Bonjour, vous écoutez La Sphère Indus, le podcast qui met en lumière et dépoussière les dessous des industries françaises. Une fois par mois, Clément Bognol et Hugo Duc donneront la parole à des personnalités qui vous partageront leur vision et leurs histoires singulières autour des métiers passionnants de la supply chain, des achats et des opérations industrielles. Ce podcast vous est proposé par Linkust, l'expert du recrutement dans la supply chain, les achats et les opérations. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'enregistrer cette émission avec Clément Bognol et en compagnie de notre cher invité Yann Danezin. Bonjour Yann, bonjour Clément. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour Hugo, enchanté d'être là. Bon, mais on se connaît avec Yann et je suis vraiment ravi d'enregistrer cette émission avec toi aujourd'hui pour parler de ton parcours, pour parler de ce que je trouve vraiment inspirant chez toi, c'est-à-dire ta résilience, ta connaissance et comment est-ce que tu es passé d'être sur le terrain, opérateur sur des lignes de production, à responsable technique aujourd'hui dans un grand groupe. Donc ça va être tout le sujet de l'émission, c'est de comprendre un peu ton parcours et quelles sont aujourd'hui les qualités qu'il faut pour justement gravir tous ces échelons petit à petit dans le temps. Très bien. Donc, je te laisse un peu nous raconter ton parcours, ton histoire, par où tu as commencé. Eh bien, allez, c'est parti. Donc, oui, en effet, moi, j'ai un bac+2 en électronique. Mais j'ai commencé ma carrière dès que je suis sorti des études. En fait, je suis allé en intérim, donc à l'époque, ça s'appelait Siemens. Donc, en fait, j'étais sur ligne de production CMS. C'est des lignes donc de production où on pose des composants CMS, il y a des fours à refusion, c'est de la fabrication de cartes électroniques. Et en gros, j'étais conducteur de ligne, je montais les bobines de composants et je faisais les interventions, on va dire, numéro 1 de dépannage sur les machines. Bon, rapidement, j'ai senti que l'industrie, j'étais dans mon... Voilà, c'était vraiment mon envie, quoi. J'étais bien, quoi. J'étais, entre guillemets, comme un poisson dans l'eau. J'étais pas très scolaire, quoi. Mais dès que je suis arrivé dans l'industrie, je me suis dit, waouh, c'est là, c'est cet endroit-là où je veux travailler et c'est là où je vais m'épanouir. Donc, rapidement, par mon envie, j'ai montré, des capacités à vouloir faire autre chose. Donc, je suis resté en intérim, on m'a positionné sur un poste plus en adéquation avec mes compétences de technicien diagnostic. Alors là, en fait, je récupérais les cartes électroniques des lignes et je diagnostiquais les problèmes et je poussais l'analyse pour savoir si c'était les composants, si c'était des faux défauts dus à des équipements de production. Mais après, très rapidement, en fait, j'étais attiré vraiment par les machines. Donc, en fait, dès qu'il y avait des vrais défauts, bon, c'était intéressant, c'était un composant arraché. Mais en fait, ce qui m'intéressait plus, c'était les faux défauts. Je me disais, mais on a des faux défauts sur l'équipement. Pourquoi il y a un faux défaut? Qu'est-ce que je peux faire pour pas qu'il y ait de faux défauts et que pour toute l'équipe de diagnostiqueurs, il nous arrive que des vrais défauts. Donc rapidement, j'ai eu cette appétence pour les machines qui a été vue par mon management. Qu'est-ce que tu appelles un faux défaut, Yann? Alors en fait, il y a en gros, c'est des tests électroniques. Donc en fait, tu passes une carte électronique, elle est testée. Donc il y a des tests simples comme on contrôle qu'on a mis la bonne résistance. Et après, il y a des tests fonctionnels de fonction. Par exemple, je sais pas, pour un véhicule, il y a un clignotant, on active un clignotant gauche. Donc il y a la fonction clignotant gauche qui est testée électroniquement. Et il y a un pas de test en défaut. Donc on évacue la pièce de la ligne. Ça arrive sur des postes de diagnostiqueurs avec le numéro de défaut. Et donc toi, tu sais que ça va être cette partie de l'électronique. Tu fais des essais. Tu contrôles que les composants soient soudés. Voilà, Et un faux défaut, c'est j'ai le pas de test en défaut. Mais par contre, je trouve pas de défaut. Donc je renvoie ma pièce sur le testeur et le testeur me dit qu'elle est bonne. Donc c'était un faux défaut. Un défaut non renouvelable. On dit souvent en industrie un DNR. Ok, très clair. Et donc
Et donc en fait de suite, Hugo il me connaît bien, mais j'adore la data. Donc de suite en fait j'ai montré que les DNR, c'était 70 ou 80% du temps de travail des diagnostiqueurs. Il y avait qu'un vrai 20% de valeur ajoutée. Donc j'ai dit travaillons sur ces 70-80% pour les réduire. Comme ça on travaillera sur notre valeur ajoutée quoi. Donc voilà, j'ai vraiment de suite eu cette appétence pour les données, chiffrer le temps, ce qu'il faut, je pense, dans l'industrie, quoi. Donc après, je suis allé plutôt sur la partie équipement, du coup, où là, en fait, comme ma formation c'était électronique, je faisais beaucoup de tests électroniques. Donc en gros, je faisais le support et la maintenance sur toute la partie, on va dire, de tests électroniques qui contrôlent des calculateurs moteurs d'habitacle. Et donc, je suis arrivé sur des lignes de production où, en gros, il y avait, 10 opératrices, 10 opérateurs aussi. Mais c'est vrai que c'était, donc 10 opératrices. Et donc, où on intervenait, il y avait des défauts, on essayait de trouver des leviers pour réduire les faux défauts, du coup, par des interventions de maintenance, par des améliorations. Et après, en fait, il y a eu un virage dans le début des années 2000. En fait, il y a une première ligne full automatisée en fait qui est rentrée. Donc on est passé d'une ligne à 10 opérateurs à 3000 capteurs par équipe à peu près, à une ligne full automatisée avec 2 personnes, donc des techniciens plus des opérateurs, et où il fallait sortir 6000 capteurs en 8 heures, quoi. Donc on doublait la productivité et on réduisait de 5 le personnel sur ligne. Et juste, toi, à ce moment-là, t'as été opérateur combien de temps, toi, chez Siemens Continental, parce que ça a été en fait, après. J'ai fait 8 mois d'intérim là sur les lignes CMS en tant qu'opérateur, quoi. Après, comme j'avais comme bac+2, on m'a orienté sur ce boulot, on va dire, de technicien, où j'ai fait pareil, 10-12 mois de plus, quoi, en tant que technicien. Là, je me suis fait embaucher. Je suis resté technicien de diagnostic, mais du coup, plus orienté sur les produits qui allaient un peu inonder l'industrie. C'était des capteurs de pression de pneus qui allaient inonder l'industrie. Donc, je me suis plus spécialisé sur l'analyse et le diagnostic de ces produits-là. Donc voilà, mon parcours, on va dire là de technicien, ça a été au moins 5 ans, là, 5 bonnes années chez Continental. Et quand il y a eu cette ligne automatique, en fait, je suis parti, alors on peut pas appeler ça opérateur, mais c'est conducteur de ligne sur cette ligne-là. Où là, en fait, ils ont sélectionné des profils qui avaient cette fibre comme moi de l'équipement. Et en gros, j'étais avec un collègue et on se complétait, quoi. Lui, il était plutôt mécano, automatisme, et moi, j'étais plutôt électronique, informatique indus, vision industrielle. Ok. Et qu'est-ce qui t'a, toi, poussé à avoir ce truc de je veux évoluer, je veux prendre de la compétence. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Bon, après, c'est ma curiosité. Voilà. Ta fibre, un peu. En fait, moi, c'est vraiment ma curiosité, quoi. Et le truc, et l'apprentissage vraiment en continu. Exemple concret, quand on est passé de la ligne manuelle à la ligne auto, il fallait contrôler les process. Du coup, il y avait de la vision industrielle, vision de contrôle ou de guidage robot. Mais par exemple, quand il y a un process inconnu comme ça, maintenant les mentalités changent, mais très souvent avant, personne ne veut le faire. C'est nouveau, ça marche pas. Et moi, par exemple, ça, moi, je plonge dedans. Donc, en fait, là, j'y suis allé, j'ai dit, moi, je prends les caméras. Il n'y a pas de problème. Je fais le support, je fais l'apprentissage. Donc, en fait, je me suis plongé là-dedans, dans tout ce qui est caméra, donc vision industrielle, de contrôle. Alors, pour expliquer brièvement, il y a une découpe de PCB, il y a une caméra qui contrôle la taille du PCB. On contrôle de la soudure, toutes ces choses-là, quoi. Donc en fait, moi, vraiment, c'est la curiosité, cet apprentissage en continu, et pas avoir peur. Après, j'ai un goût un peu pour l'effort et la complexité, donc j'ai pas peur d'aller sur des choses, on va dire, inconnues pour moi. Ça m'a poussé un peu à me dépasser, quoi, et donc à évoluer, quoi. Et t'as été formé correctement aussi par la bonne école, on va dire, tu sais, qui est l'automobile. Oui. Enfin, je sais que toi, t'aimes beaucoup avoir ce discours-là aussi, c'est-à-dire que t'as commencé dans l'automobile là où on va dire tout se crée. Oui. Donc aujourd'hui, ça t'a permis de développer vachement de tes compétences.
Donc c'est un bon démarrage, ce secteur-là. Et Oui. Ouais, Yann. Et ce changement de ligne, en tout cas de semi-manuel à automatique. Ouais. Moi, j'ai la sensation que tout changement dans l'industrie, c'est quand même, chaque personne le ressent différemment. Toi, de ce que je comprends, tu l'as vu comme vraiment une opportunité, quelque chose d'intéressant, avec de nouvelles technologies, de nouveaux process. C'est ça. Est-ce que c'était comme ça pour tout le monde ou Non, clairement. En gros, il y avait un peu l'ancienne école et la nouvelle. Donc clairement, c'était pas la volonté, mais ça a été une stratégie de l'entreprise pour, en gros, on va être clair, garder la production en France. Et du coup, maintenant, et le recul, ils ont identifié, on va dire, des gens, des personnes, des équipes aptes, je pense, au niveau savoir-être et savoir-faire, à vouloir aller là-dedans. Donc clairement, il y avait un groupe, c'était assez gros, mais qui rayonnait de à peu près 15-20 personnes, du manager, je veux dire, aux techniciens comme moi, mais avec le mindset de dire il faut aller vers là. Donc en fait, il y a une sélection quand même de profils, je pense, pour pouvoir arriver au succès de cette ligne automatisée clairement. Mais après oui, des freins il y en a. On aura l'occasion d'en parler, je pense, mais des freins il y en a. Oui, on va en parler justement de tous ces freins et comment toi aujourd'hui, avec toutes les compétences que tu as développées en tant que manager, tu essayes de limiter ces freins, parce que je sais aujourd'hui, quand tu essayes de mettre en place quelque chose, là tu essayes de mettre en place des nouveaux outils, est-ce que tu es confronté à du frein, et comment est-ce que toi tu fais pour justement limiter ces freins dans ton quotidien? Oui. Parce que tu l'as vécu en tant que technicien, donc tu l'as vu toi sous l'angle du terrain, mais du coup tu le vois maintenant sous l'angle du manager, quoi. Mais après technicien, moi j'ai vite en fait, moi je pense qu'il faut vite identifier les mentors un peu. C'est-à-dire que j'ai vite identifié dans l'industrie les gens qui allaient m'aider à progresser, m'aider à évoluer. Et donc en fait, j'avais pas forcément de résistance au changement de technicien parce que c'était moi l'acteur principal, Donc moi, comme j'étais convaincu, j'ai pas forcément vu ça en tant que technicien, mais en effet, en tant que manager, je l'ai vécu plusieurs fois. Bon, après, clairement, en tant que manager, ça nécessite d'expliquer, réexpliquer, et surtout vraiment être transparent. Moi, je suis vraiment quelqu'un de transparent, donc c'est vrai que j'aime bien mettre le cadre, que tout le monde soit en adéquation avec le cadre qui est mis, qu'on ait une stratégie commune pour que les gens adhèrent. Si l'équipe elle adhère pas, ou même si moi je suis pas convaincu, ça marchera pas. C'est ça, c'est ce que tu disais. Si toi en tant que technicien, t'étais convaincu par ce que tu faisais, donc ça a amené les choses qui allaient derrière. Et en tant que manager, tu dois être aussi convaincu pour que tes équipes te suivent sur ce que tu veux mettre en place. Ah, mais c'est clair. Après, j'ai fait beaucoup de preuves par l'exemple. Ça, c'est mon truc, mais c'est quand j'ai de la résistance, par exemple, sur mon poste de responsable technique dans une précédente entreprise, sur des résolutions de problèmes, j'avais un technicien hyper bon, vraiment techniquement hyper bon, mais par exemple, sur une résolution de problème, buté sur un sujet. C'est ça. Alors que par exemple d'autres, ou moi-même, on était convaincus que non. Alors là, il y a deux façons de manager. Il y a le manager directif qui va dire non, mais t'as tort, on fait comme ça. Bon, ça c'est pas moi. Et il y a le manager comme moi qui dit bon, allez, t'es sûr de ce que tu dis, on y va. En fait, je pense. Ouais, vas-y. C'est le management par la confiance, en fait. Tu fais confiance à ton équipier, et du coup, je pense que c'est bien parce que ça le responsabilise vachement. Ouais. Après, je pense que, pour moi, l'erreur, moi, je la vois vraiment en fait, elle aide à t'améliorer, Si tu fais pas d'erreur, moi, des erreurs, j'en ai fait. Si tu fais pas d'erreur, en fait, tu vas pas évoluer, Donc, en fait, sur une analyse de problème, il y a souvent, la personne expert qui va aller vite à la solution et qui aura raison peut-être sur 60% du sujet, mais il aura écarté 40% parce que lui, il connaît son process, c'est ça qui s'est passé. Et lui, en fait, pour le faire changer de mindset, tu peux pas l'y imposer,
J'ai déjà essayé, tu peux pas, ça marche pas. Donc en fait, si tu trouves pas des bons leviers, des exemples, tu le feras pas changer, quoi. Alors bon, j'ai 42 ans, mais c'est mon expérience de 8 ans de manager, quoi. Ah, je trouve ça trop bien ce que tu dis, ouais. Parce que pour l'avoir ressenti avec des managers, les managers avec qui j'étais le plus à l'aise, c'est ceux avec qui j'avais cette sensation de droit à l'erreur. Ouais. Je peux tester, je peux tenter, et du coup, comme tu dis, ça aide à prendre confiance, à responsabiliser et à prendre plaisir au travail. Donc, oui, je trouve ça chouette ce que tu dis. Après, non. C'est vraiment ça. Moi, je l'ai ressenti parce qu'avec Yann, on a travaillé ensemble quelques temps. Alors, pas très longtemps, pas suffisamment à mon goût, mais on a travaillé ensemble et justement, c'était mon chef et du coup, l'idée quand j'avais quelque chose que je voulais mettre en place, jamais j'ai eu un nom où tu fais n'importe quoi. Alors peut-être qu'il le disait d'une autre manière, mais j'allais tester, faire. Et après, derrière, il te fait un feedback en mode, ouais, ce que t'as fait, voilà, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché, et si ça a marché, tant mieux. Derrière, on fait ça comme il faut, et si ça n'a pas marché, en fait, on va le fêter aussi d'une autre manière, mais on va chercher à développer et comprendre le pourquoi ça n'a pas marché pour que la prochaine fois ça marche. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et c'est une des qualités pour moi d'un manager aujourd'hui qu'il doit avoir, c'est d'avoir ce truc. En fait, c'est le manager bienveillant. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais en fait, taper sur les doigts, ça sert à rien. Tu vois. Donc, non, c'est une compétence en tant que manager pour moi qui est très, très importante et très vitale aujourd'hui. Bon, après, c'est en fait sans erreur. Ouais. Non, c'était juste pour finir. En fait, l'erreur du coup elle fait progresser et elle met en confiance ton équipe, comme tu disais, Clément. En fait, pour moi, un management, j'ai essayé plusieurs sortes de management, on va dire. Un management directif, il le faut parfois, mais t'as pas d'adhésion, quoi. Et si tu travailles vraiment en équipe, quoi, ton équipe, il te cache rien. Dans l'industrie, tu peux tout cacher. Enfin là, moi, même mon expérience récente, tu peux tout cacher. Un expert, il peut tout cacher. Et cacher, en fait, ça sert à rien. Derrière, t'as de la baisse de productivité. À un moment donné, ça va ressortir. Donc, si tu mets pas les gens en confiance, on te cache des choses. Donc, en fait, pour moi, ça sert à rien, quoi. C'est comme dans ta vie perso, quoi. Enfin. Oui, t'as raison. C'est ce qu'il faut. Et toi, t'as fait plusieurs années chez Continental, du coup, en tant que technicien. Avant de passer un peu sur le fait que tu sois parti du monde automobile, ce que j'aurais voulu savoir, c'est toi, si tu devais résumer un peu, quelles sont les compétences d'une personne aujourd'hui qui est technicien, qui voudrait évoluer, quelles sont les compétences que lui, il devrait travailler ou qu'est-ce qu'il faut justement pour continuer d'évoluer dans le monde industriel en démarrant justement opérateur ou technicien? Mais clairement, après moi, c'est prendre des initiatives, quoi. Être vraiment proactif, quoi. C'est-à-dire que tu rentres dans une entreprise, pour moi, si tu t'y sens bien et tout, faut montrer ton implication. Et la prise d'initiative, c'est pas, au poste de technicien opérateur, c'est pas prendre des décisions. C'est prendre des initiatives d'amélioration, de vision d'un problème, d'un concept. C'est toi qui touche, c'est toi qui est en bas, quoi. Donc en fait, c'est vraiment moi, la prise d'initiative et aussi vite, quand même chercher des gens du coup prêts à écouter ça, quoi. Parce que j'ai eu des expériences pas que réussies, quoi. Et trouver des mentors, un peu des alliés, quoi, c'est hyper important dans une entreprise, des gens qui respectent ce que tu dis, quoi, qui écoutent. Clairement, il y a des managers qui ne vont pas écouter un opérateur, quoi. Je veux dire, c'est dans toutes les industries. Mais faut vite. Moi, c'est prendre des initiatives, montrer moins sa proactivité, quoi. Et est-ce que tu penses que techniquement, si tu es technicien et que tu souhaites un jour passer manager, est-ce que tu penses que sur les aspects techniques, tu dois être très fort ou finalement c'est pas forcément quelque chose qui... c'est quoi ton avis là-dessus? Alors moi j'ai un avis très tranché. En fait, moi, c'est vrai qu'en France, c'est le meilleur entre guillemets technicien qui passe manager, quoi. Mais bon, il a pas forcément le profil. Donc moi, je dis pas que j'étais le meilleur technicien, mais je pense que j'étais plutôt
bon dans ma capacité à l'idée et à travailler en équipe avec mes collègues. Donc je suis passé, on va dire, manager naturellement. Et de toujours, quoi, j'ai toujours un peu cette fibre de travailler en équipe, d'entraide. Donc j'ai vraiment senti cette fibre, quoi, vouloir manager une équipe. Par contre, après, moi, Hugo, il me connaît, j'ai pas de honte à le dire. Alors moi, je suis pas le meilleur des mécanos. Mais par contre, après, c'est sûr que je suis quelqu'un de très logique, très pragmatique, avec beaucoup de bon sens. Donc en fait, pour moi, allez, c'est pas bien, je sais pas, les gens qui vont écouter ce podcast, mais 80% de l'industrie, c'est du savoir-être. Et il y a 20% de technique. Et en gros, les 20% de technique, si tu les as pas, tu t'appuies sur des gens qui l'ont. Donc en fait, moi, quand je suis allé dans le médical, j'y connaissais rien. J'ai fait vraiment évoluer des problématiques avec mon équipe, mais en m'appuyant sur leurs compétences. Moi, tout seul, j'aurais rien résolu, quoi. Donc, en fait, pour moi, c'est la partie technique. Pour un manager, elle est pas forcément utile. Après, il faut quand même avoir, moi, je suis quelqu'un de très terrain, quoi. Donc, si tu connais pas le métier des gens, par contre, ça marche pas, quoi. Voilà, il y a cette balance à avoir entre, on n'est pas forcément super technique, mais tu dois être sur le terrain pour voir ce qui s'y passe vraiment et comprendre ce que font tes équipes, quoi. Sinon, tu vas être un manager de bureau et tu vas rien piper à ce qui se passe sur le terrain, quoi. Et d'ailleurs, pour fédérer, c'est encore plus compliqué derrière. Et est-ce que du coup, tu parlais, moi je les distingue en deux, les hard skills, un peu les compétences techniques et les soft skills. Et du coup, de ce que je comprends, pour être un bon manager, faut déjà avoir des bons soft skills, être capable de l'idée, de comprendre les gens, d'être empathique. Ouais. Et ça me fait penser aussi un peu à la philosophie du Lean, d'essayer de comprendre l'amélioration continue. Est-ce que toi, c'est un sujet j'imagine, qui te touche? Est-ce que toi, tu t'es formé à des outils du Lean, ou finalement c'est plutôt du bon sens? Alors, bon sens paysan. Pour moi, le lean, c'est du bon sens pour moi. Mais après, par contre, alors je suis pas un expert en lean, quoi. Mais bon, après, je suis passionné, je me documente beaucoup, je lis des livres. En fait, moi, ce que je fais au quotidien, c'est du lean, quoi. Dans toutes les méthodologies de résolution de problèmes, les supports que tu peux trouver dans toute, on va dire, la bibliothèque d'outils lean qui peuvent te permettre à t'aider à synthétiser et à être plus performant, quoi, je veux dire, sur l'explication et un peu la démonstration, on va dire. Donc après, pour moi, c'est beaucoup de bon sens, mais par contre, le lean, c'est hyper puissant pour moi. Aujourd'hui, encore récemment, quoi, j'ai des problèmes de layout sur une ligne de production, c'était du lean à faire, je fais l'analyse, ça tombe sous le sens, je veux dire, par exemple, même un ado, quoi, il regarde la ligne de production, il voit les étapes comment elles sont faites, il prend un peu de recul, il va dire attendez, non, mais pourquoi on va là, après on va à gauche, on va à droite. Et en fait, ça, je suis pas contre, les formations en ligne, c'est hyper, ça t'amène des outils, ça t'amène une réflexion, mais je veux dire, avec ton si t'es quelqu'un, on va dire, de bon sens, pragmatique, quoi, déjà, je veux dire, t'as 70%, on va dire, du mindset, quoi, pour y arriver, quand même. Mais oui, après les outils, moi je suis fan. Hein. Le Kata, les A3 Problem Solving, Yamazumi, j'ai fait du Yokoten, j'ai fait du Yokoten, mais tout ça c'est du bon sens. Mais de l'expliquer avec un outil, par exemple Yokoten, pour l'avoir fait, quoi. C'est-à-dire, voilà, t'as deux équipements, on va dire, similaires. Il y en a un qui tourne à 70% et l'autre à 80%, c'est les mêmes, ils sont à côté, c'est les mêmes produits. Bon, voilà, tu compares les deux choses. Bon, après, tu te mets un nom du lean sur ce que tu es en train de faire, mais je veux dire, ouais, c'est du bon sens. Hein. Ouais, mais ce bon sens, tu vois, j'entends souvent le discours de dire, ouais, le lean, c'est un peu du bullshit. Je suis pas hyper d'accord avec ça. Je suis plutôt... parce qu'en fait, les gens, ils disent c'est du bullshit parce que c'est du bon sens pour beaucoup, mais en fait, c'est justement avoir cette mécanique de dire, j'ai une problématique et il y a des outils qui m'aident à résoudre ces problèmes-là, et il faut le voir comme des outils, une philosophie. Qui te permettent justement de mettre en place des actions. Des fois, en fait, par exemple, j'avais des problématiques industrielles, je savais pas trop comment faire. Tu te réfères un peu à ce qui existe en ligne, et là, tu te rends compte que y a des outils qui peuvent t'aider à aller au plus simple et de manière vraiment efficace, quoi.
Enfin, moi, le lean, je suis assez fan de mon côté. Je trouve ça vraiment utile, que ce soit dans l'industrie, mais aussi dans la vie perso. Le lean, ça s'applique un peu à tout. Donc, je suis assez, ça fait plaisir d'entendre ce discours un peu sur le lean. Pour compléter ce que tu dis, Hugo, moi je trouve qu'en fait ça aide à cadrer. Ouais. Tu vois, tu veux résoudre un problème, tu prends finalement, tu sais pourquoi, tu sais, t'as des idées, tu as peut-être une potentielle solution et puis tu fais un DMAIC et puis voilà, ça t'aide à te dire, en fait, faut le définir, faut mesurer, et enfin suivre toutes les étapes du DMAIC. Donc c'est plus un cadre pour t'aider dans ce bon sens, comme tu dis, Yann. Et ça m'amène à une question. Tu as fait une remarque tout à l'heure, c'était sur en termes pour les techniciens. C'est souvent les managers, ils écoutent. Enfin, il y a des managers qui écoutent pas forcément les techniciens ou les opérateurs. Et il y a quelque chose que j'aime bien mettre sur la table. C'est un peu cette guéguerre qu'il peut y avoir entre la prod et la maintenance. Est-ce que toi, tu l'as vécu, cette guerre entre cette production et cette maintenance, et quel est un peu ton point de vue sur la cohabitation de ces deux mondes? Bon, je l'ai beaucoup vécu, tu le sais. Non, oui, franchement, je l'ai beaucoup vécu, cette guerre entre la maintenance et la production. Et la production, on va dire, c'est sortir des produits, et la maintenance, c'est réparer les machines. Donc, ça c'est une vision un peu à l'ancienne, hein, mais non, clairement, je l'ai vécu. La problématique, c'est que tu mets sans data, t'as toujours la guerre. Hein. Partout où je suis allé, on n'avait pas de data. Et on va dire c'était x10 quoi, par rapport à d'autres endroits où t'as de la data factuelle, où tu sais, c'est ton équipement qui était en panne, c'était telle panne, ou c'est t'as mis 2 heures à changer de version alors que t'aurais dû en mettre 30 minutes. C'est l'opérateur qui est pas formé et c'est un problème prod. Donc en fait, moi déjà, la base quoi, c'est quand même mettre un cadre pour tous quoi. Au lieu de se rejeter la faute, pour moi, c'est toujours dire, on est là pour sortir des pièces, que ce soit maintenant sous la prod, quoi, des pièces bonnes en temps et en heure, et c'est maintenant comment on travaille ensemble pour y arriver, et comment on trouve les bons leviers d'amélioration. Et pour trouver les bons leviers d'amélioration et être en phase avec les bons leviers d'amélioration, faut des outils pour mesurer. Sans outils pour mesurer, tu peux pas. Après, tout le monde a du travail, la prod a du travail pour faire améliorer son KPI, d'activité ou autre, et la maintenance pour réduire son MTTR, augmenter son MTBF. Chacun en a, il y a des objectifs définis, et voilà, faut cadrer quoi. Quand tu dis mesurer, toi côté prod, c'est quoi les KPI que tu regardes en général, enfin, ou dans chacune de tes expériences, finalement tu t'es aperçu que tu regardais souvent ces KPI? Oh ben oui, alors après je sais pas si dans le podcast on va me croire, hein, mais c'est pas grave. J'ai mis le TRS par exemple dans le médical, où on était à des années-lumière entre guillemets de savoir ce que c'était vraiment le TRS quoi. C'est-à-dire que par exemple, je suis arrivé, on m'a dit on va acheter une nouvelle ligne de production parce que on s'en sort pas quoi. On n'arrive pas à produire. Hein. Et moi, j'arrive avec mon œil automobile, j'ai dit, non, mais arrêtez, la ligne, on tourne à 50% du temps. Elle a arrêté, je passe tous les jours. En fait, c'est ça, c'est le je passe tous les jours, le Gemba, c'est le je passe tous les jours qui te donne une vision quand même de ton outil de production. Et moi, je passais tous les jours, la ligne était tout en arrêt, il y avait un changement, une panne. Donc je suis arrivé, je voyais souvent un équipement en panne avec des interventions des techniciens. Donc en gros, les techniciens me disaient, ouais, on est en panne, on a proposé une amélioration, faut mettre 10 000 € sur ce process, mais ils veulent pas, c'est trop d'argent. Et donc je dis, mais il manque une mesure, quoi. On va mesurer et on va voir l'impact. Donc là, j'ai mis un outil de TRS sur cette ligne de production. Donc je l'ai mis, en gros, c'était des barres rouges et des barres vertes. Vert quand ça fonctionne et rouge quand ça fonctionne pas. Donc là, on a une vision en 15 jours. En gros, j'ai rien dit à personne, j'ai mis l'outil. J'ai pas fait de renseignement d'arrêt de défaut, rien du tout. Donc là, on a vu qu'on était allé entre 50 et 60% de TRS. Donc là, après c'était facile à calculer, on savait le temps de cycle de la ligne, l'ouverture, on pouvait l'avoir le TRS. Mais il n'y avait pas cette vision, parce que pour moi, tant que tu mets pas quelque chose de visuel, là, montrer des barres rouges, des barres vertes, montrer un pourcentage, ça
Faire un calcul, oui, moi par exemple, ça tapait, c'était 22 pièces minute là, dans le médical. Donc 22 pièces minute, quand tu t'arrêtes 10 minutes, tu perds 220 pièces, quoi. C'est pas. Donc en mettant le TRS, donc d'abord il y a eu cette étape de montrer, voilà, on a 50-60%, maintenant, en fait, moi par rapport, c'était une ligne simple, pour moi on pouvait arriver vite à 85-90% de TRS, par rapport à ce que j'ai connu dans l'automobile où c'était quand même beaucoup plus compliqué. Donc la mise en place de l'outil, l'explication aux opérateurs, rien que ça, par contre, s'il y a des gens qui m'écoutent, il me faut des royalties là sur la solution, parce que donc rien que de mettre l'outil TRS, on gagne 10-15 points de productivité. Ça c'est véridique. Je l'ai testé à 3 reprises. À 3 reprises, tu gagnes 10%, 15% rien qu'en mettant l'outil. Ça c'est. Du coup, tu mets, donc je comprends bien, tu mets l'outil, tu regardes sur 15 jours, tu vois avec les barres rouges, les barres vertes, T'as une ton photo. TRS. T'as une photo. Et toi, du coup, après, tu fais quoi? C'est quoi pour toi la Donc méthode? en fait, moi c'était toujours sa méthode, c'est-à-dire montrer l'état actuel, c'est-à-dire je montre les temps de bon fonctionnement, les temps d'arrêt. Là, tu as une image un peu image d'Épinal, mais pas jolie, de ce qu'est ta production aujourd'hui. Et à partir de ces 1 semaine ou 15 jours, bon, après tu peux attendre 2 jours, si c'est toujours constant. Il n'y a pas forcément de règles, mais moi je me suis toujours un peu mis cette règle. Ben là, tu commences à montrer aux opérateurs qu'on va mettre un outil, que tu affiches en ligne de production. Et là, les arrêts en rouge, on va commencer à les renseigner. Donc après, tu les caractérises, il y a des arrêts planifiés. Donc il y a production non prévue, ça t'impacte pas le TRS. Bon, je vais pas faire un cours sur le TRS. T'as les arrêts techniques, donc c'est tes process. Et t'as des arrêts production, changement de version. Et t'as aussi de la pro. Par exemple, j'avais fait une catégorie appro parce qu'on avait des ruptures d'appro, j'avais vu. Et donc tout ça, ben, au fur et à mesure, ça a été renseigné, quoi. Au fil de l'eau, en fin d'équipe, l'intervention technicien, il le renseigne. Donc au fil de l'eau, on a commencé, du coup, de 50 à 60%, on est passé à 65-70 juste en mettant l'outil. C'est pas méchant, mais les gens, ils commençaient à l'heure. Le matin, ils arrivaient à 6h30. Bonjour, machin, ils commençaient, c'était 7h, 7h05. Sauf là, quand t'as un outil qui te montre une barre de demi-heure, où tu dois attaquer à 6h30, tu vois tous les jours, ah ouais, mais on attaque quand même à 7h05. Donc les gens, automatiquement, ils vont te gagner 20 minutes. 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Donc déjà, ben voilà, les 10-15% de productivité sont là. Manque à pro. Un manque à pro. T'as une bobine à changer. Aujourd'hui, comment c'était fait? Ah, il n'y a plus de bobine, je vais en chercher une. Là, t'as ta barre rouge, manque à pro. Ah ouais, quand même. Bah, ben la prod, ben attends, on va mettre un petit bac devant, avec un Kanban, pour amener les appros. En fait, t'as pas besoin de former les gens, quoi. C'est la preuve un peu par l'exemple, quoi. Et le top 1, pour en revenir, technique, que les techniciens aient vu, qui pesait à peu près 10 points, ben, j'ai vu avec mon contrôleur de gestion. Alors ça, c'est un conseil, ne jamais faire d'amélioration tant que vous ne mesurez pas ce que coûte un point de TRS. Moi, j'ai demandé un point de TRS en euros, combien ça coûte. Donc, on m'a donné un tarif. Et là, j'avais mon top sur cet équipement qui était constant. À la semaine, on oscillait entre 7 et 10%. Donc, on devait investir 10 000 euros. Je savais mon coût de 1% de TRS. J'ai dit au tech, vous êtes sûr? Donc, en 4 mois, on avait le ROI. Factuellement, j'ai eu l'argent facile alors qu'il l'avait pas depuis 3-4 ans. On l'a mis. Derrière, on est descendu à 1%, ce qui était acceptable. Et donc, en 4 mois, on a fait le ROI, on a gagné 9 points de TRS. Simplement, l'idée, elle y était déjà. Ils savaient ce qu'il fallait faire, mais il n'y avait pas de financement parce qu'on mesurait pas. Enfin, et parce qu'il n'y avait pas de gens de terrain, trop. Je crois que tu viens de faire une masterclass pour tout responsable prod qui cherche à mettre en place un outil TRS. C'est bon, suivre la masterclass de Yann. Surtout à améliorer des équipements où ils n'ont pas de levier. Effectivement, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. C'est si tu n'as pas de levier, bah, prouve-le par l'exemple, par la data. Et en fait, la data, c'est factuel. Tu mets tout le monde autour d'une table. Si la data, elle est fiable, bah, il n'y a pas à débattre, quoi. Et pour couper tous les détracteurs, là, parce que bon, après, pour couper tous les détracteurs, c'est un arrêt renseigné manuellement. Mais après, si vous faites votre game journalier hebdomadaire, où venez prod, qualité, maintenance, le matin, à 8h du matin, on regarde la journée de la veille. Et là, tu dis, ouais, mais l'arrêt, là, c'est pas le bon arrêt, là, qui a été renseigné.
fait, après, il faut un accompagnement de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on sélectionne les bons arrêts, est-ce qu'on est en phase sur le défaut? Ok, c'est pour nous, c'est la maintenance. On va l'analyser, on va faire notre kata, notre résolution de problème, et on va avancer. Moi, j'ai une petite question, Yann, sur cette partie digitalisation. Du coup, on le voit dans l'industrie, c'est de plus en plus important de digitaliser, de mesurer la data. Qu'est-ce qui, pour toi, lorsqu'on digitalise un processus, qu'on met en place un outil, quelles sont les choses à faire attention auprès des équipes pour qu'il n'y ait pas de frein à prendre un changement? Je pense qu'on peut peut-être se sentir aussi fliqué d'une certaine manière. C'est clair. Est-ce que toi, avec tes expériences, ce serait quoi les... Donc en fait, alors j'ai eu l'occasion, comme je dis, de mettre un outil à 3 reprises. Et en fait, chaque fois, j'ai ciblé l'endroit où l'opérateur il allait y retrouver son compte. C'est-à-dire que la ligne dont j'ai parlé, où on voulait en racheter une, non seulement c'était nécessaire pour mon entreprise, mais non seulement le technicien, l'opérateur de prod, il en pouvait plus de l'arrêt technique, qu'il avait 10% du temps. Il fallait se baisser sous la machine. C'était quelque chose à renclencher, à réinitialiser. C'était très très lourd. Donc en fait, j'ai essayé toujours de mettre l'outil où j'avais un levier pour améliorer, entre guillemets, la vie quotidienne de l'opérateur, quoi. J'ai jamais mis l'outil dans le but de fliquer, même si on peut le prendre pour du flicage, parce qu'en effet, ça commençait pas à l'heure, les changements d'équipe étaient longs. Mais ça, pour moi, c'est de l'amélioration. C'est comme côté maintenance, quand tu fais une intervention, t'as mis 1 heure à réparer, parce que t'avais pas allé chercher tes outils, t'as pas fait ça. C'est pareil que le changement d'équipe pour moi. Partir sur une panne, tu dois aller, mince, j'ai pas pris la clé, je vais refaire ça. Donc en fait, tu mets 1 heure, alors tu aurais mis un quart d'heure, et le changement d'équipe, c'est pareil. C'est pas grave ça. C'est de l'amélioration que doit faire la production, comme moi j'en ai sur ma partie technique. Donc en fait, il faut l'expliquer, ça, que c'est pas du flicage, et expliquer qu'en gros, on va améliorer la vie des gens, quoi. La ligne, elle va mieux produire, elle va produire plus efficacement et moins d'arrêts, ça sera moins pénible. Et après, on va trouver des leviers à améliorer qu'on n'a pas forcément levé. Par exemple, sur cette ligne, le changement de version était quand même consécutif, et donc on a mis du SMED, quoi. On mettait 30 minutes, on a dit, attends, on va le réduire à 10, et mine de rien, ils s'embêtent pas, ils changent des cassettes, on a investi, mais on leur a simplifié la vie, alors qu'avant, il y avait du démontage. Donc, voilà, moi, il faut vraiment identifier l'endroit. Moi, le conseil que je donne pour quelqu'un qui l'a pas mis dans son entreprise, c'est identifier la ligne à problème, quoi. Identifier la ligne à problème, qui embête à la fois les gens, la prod, la technique, et c'est là qu'il faut le mettre. Ouais, mais en fait, c'est aussi intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on va entendre, il faut travailler sur la ligne goulot. Mais la ligne goulot, tu vois, le goulot, c'est si tu améliores ton goulot, tu vas améliorer ton output à la fin, et du coup, là, tu vas faire de la productivité, de la performance, etc. Mais là, ce qu'on veut, c'est intégrer un nouvel outil. Et pour intégrer un nouvel outil, il va falloir avoir de l'adhérence, il va falloir de l'adhésion, l'adhésion des équipes et des personnes, du management comme du terrain. Et du coup, travailler sur ces douleurs qu'a le terrain, en même temps qu'à la douleur, à le management, c'est là où tu vas générer l'amélioration. Et j'ai un petit exemple sur le même principe qui est le TRS. J'ai installé un outil TRS, c'était en Angleterre. Et le premier retour que les gars ont eu, c'était ouais, tu vas nous fliquer. Là, ce que tu vas regarder, c'est à quelle heure on arrive, enfin ce que tu disais, quoi. Et là où j'ai travaillé, c'était pas sur les arrêts les plus longs, mais c'était sur les arrêts les plus fréquents. Ouais. Et en fait, tu as ces deux paramètres-là. Tu as les arrêts longs, ok, c'est ce qui coûte le plus cher peut-être pour l'entreprise, et pas toujours. C'est parfois des arrêts fréquents coûtent plus cher. Mais là, c'était le bâtonnage en fait. Un bâtonnage simple, ça s'arrêtait toutes les X minutes, et l'opérateur obligé d'acquitter en permanence sur l'écran de contrôle. Et en fait, en enlevant cette douleur-là qu'a l'opérateur, de suite, il te dit, ah ouais, c'est quoi qui t'a permis de faire ça? Alors que ça fait des mois que j'en parle à mon management. Et en fait, j'ai cet petit outil-là qui te fait des barres vertes, rouges et jaunes. Ça m'a permis de le voir. Et une fois que tu l'as vu et que tu l'as visualisé, en fait, plus personne ne peut te dire le contraire.
Et là, t'amènes cette preuve par l'exemple. Mhm. Donc, c'est vraiment ça, c'est améliorer le terrain en même temps que faire plaisir, entre guillemets, au management. Les deux sont très importants. Et toi, Yann, est-ce que il y a des choses, déjà, tu as dû voir l'évolution des outils de digitalisation au fur et à mesure des années. Est-ce qu'il y a des choses que tu commences à voir, des innovations, où tu te dis dans 5-10 ans, en fait, le métier de la production, il va changer grâce à ça? Il va être différent. Enfin, je pense à l'IA, est-ce que toi, tu vois des choses comme ça où tu te dis, ça va faire évoluer nos métiers c'est en clair. production? Après, donc, oui, alors bon, déjà, j'ai eu l'occasion de travailler dans 4 entreprises, du coup, différentes. Déjà, pour moi, la problématique en France, un peu générale, c'est que tout le monde dépend déjà au même niveau, quoi. C'est-à-dire que j'ai des expériences récentes où, en gros, on est encore 20 ans en arrière par rapport à ce que j'ai connu, même il y a 20 ans, quoi. Donc déjà, pour moi, c'est quand même ça une grosse problématique pour l'industrie, déjà en France, quoi. Donc, en fait, tout ce qui est technologie émergente, oui, il y a l'apprentissage automatique des processus pour des process complexes ou des contrôles qualité, tout ce qui est big data pour prise de décision rapide. Il y a l'IoT, les surveillances en temps réel, par exemple de la maintenance prédictive, j'en ai fait dans le médical aussi, donc mettre un peu des outils de maintenance prédictive, où il y a la réalité augmentée, tout ça. Moi, ma seule problématique aujourd'hui, c'est que je vois, voilà, 5-10 ans, entre guillemets, vers où l'industrie veut aller, quoi. Mais, quand même, la grosse problématique, c'est qu'on n'est pas tous, toutes les entreprises sont pas au même niveau. Et donc, alors après, je suis pas un directeur. Après, ça dépend de tes clients, ça dépend de ce que tu vends, ça dépend de ton business. Mais je pense que quand même il y a une évolution. J'ai vu plus d'entreprises, on va dire, en retard qu'à l'avance, quoi. Donc oui, il y a l'IA, il y a la big data et tout, mais par exemple sur mon expérience actuelle, quoi, on va nous parler de big data, de IoT, alors que par exemple, on n'a même pas un outil de TRS où on sait même pas le rendement le FPY en automatique, hein, le first pass kill, le bon du premier coup, de par exemple des process techniques sur ligne de production, quoi. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que les entreprises elles se disent ah, big data, elles se disent allez, on y va, mais attendez, on n'a pas les bases déjà. Je me suis fait exactement cette réflexion hier. J'étais dans un salon sur le MES. Et donc, il y avait des industriels qui venaient pour se renseigner sur les logiciels. Et puis finalement, on commençait à parler d'IA, de nouvelles innovations. Et en fait, les responsables prod, responsables indus se disaient, en fait, on n'a que du papier aujourd'hui. Donc déjà, de digitaliser le process, c'est déjà un tel bond que l'IA, on verra ça peut-être dans un second temps. Mais c'est ça, hein. Mais pour moi c'est problématique parce que on inonde LinkedIn et compagnie de tout ça, mais après c'est compliqué. Mais si on faisait une cartographie de l'industrie française, je pense qu'il y a peut-être que 10% des boîtes qui sont prêtes à aller vraiment à l'IA. Enfin, tout le monde veut y aller, mais où l'IA va servir et être bien exploitée, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, l'IA c'est le papier et Excel. C'est la majorité des boîtes aujourd'hui, c'est deux outils, quoi. Est-ce que tu as des expériences de prod, des anecdotes un peu surprenantes, qui t'ont surpris pendant ta carrière? Des anecdotes, sur de l'amélioration, avec je sais pas, avec un employé des choses qui t'ont fait sourire, qui t'ont fait. Après, oui, il y a pas mal de choses. En gros, moi, ce qui m'a permis de passer un cap, quoi, quand j'étais chez Continental, c'est en fait, on avait des systèmes de vision qui faisaient 1 mètre cube, quoi. On a acheté une machine à, je sais pas, 180 000 €. Et en fait, en gros, on inspectait une petite pièce, quoi, où j'ai proposé de faire une boîte maison, quoi, avec des outils industriels. Et en gros, j'ai dit, avec 30 000 €, quoi, on fait le job, le même.
Je regarde juste ce qui est fait dans la machine automatisée, je le mets dans ma petite machine entre guillemets maison, plus petite, et une petite boîte. Donc ça, en fait, on en revient toujours, ça prend d'initiative. Donc voilà, moi j'ai pris l'initiative, j'ai expliqué à mon manager, mon N+1, j'ai dû aller m'expliquer à mon N+2, et oui, j'ai des gens qui m'ont pas dit comme ça, mais en gros, des techniciens, quoi, redescendent un petit peu, quoi. Et c'est là où je parle de mentor, et il y a des gens, par exemple, c'était le directeur de l'usine qui a dit, allez, combien t'estimes de temps? J'ai dit, il me faut du boulot, j'ai pas forcément toutes les compétences. Après, moi, je suis comme ça, j'ai pas forcément toutes les compétences, j'ai l'idée, il me faut un stagiaire, on a pris un stagiaire pendant 6 mois, on a développé le truc, et après, on a installé 10 lignes de production, 10 lignes avec ma petite boîte maison, et après, j'ai pu aller l'installer sur un site au Mexique et sur un site en Corée. Ce que je veux dire par là, c'est que, alors là, ça fait l'histoire rêvée, quoi. Ça a été dur, c'est pas si simple que ça. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que ta prise d'initiative, si t'as une bonne idée et tout, faut pas hésiter à la vendre, trouver les bonnes personnes, quoi. Et y aller. Ça, c'est une anecdote. Donc, en gros, qu'il y a des managers qui font confiance ou pas, et d'autres. Donc ça, je rigole toujours là. Dans le médical, j'avais un problème de alors rien à voir. J'y connais strictement rien quand je suis arrivé là-bas. Une usine à gaz, c'est une stérilisation, gaz toxique et tout. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Yann? Et on avait des problèmes de régulation dans des chambres. Il fallait qu'il y ait 50 degrés, plus ou moins 5 degrés, où on mettait des palettes, un truc simple. Et on avait des problèmes de régulation de température. Et en fait, quand c'était l'été, on n'arrivait pas, il faisait trop chaud, donc tout le monde disait, ouais, mais on est derrière le bardage, ça tape et tout. Alors moi, je dis, mais attendez, comment on régule? Alors, c'était simple, il y avait 2 vannes. On fermait la vanne qui rentrait dans la chambre quand on voulait plus chauffer, et on l'ouvrait quand on voulait que l'eau chaude passe, c'était de l'eau chaude, et il y avait un circulateur pour que ça chauffe. Et en fait, donc moi, je dis, faut analyser le capteur de température. Donc, on a monitoré le capteur de température. J'ai regardé quand est-ce qu'on déclenchait la fermeture et l'ouverture. Et là, j'ai dit, waouh, quand on ferme, on monte moins vite. On monte moins vite, mais on monte quand même. Il y a un souci, quoi, sur la vanne. Donc, on monte avec l'équipe, parce que c'était un peu caché, on monte. Et là, observation, c'était une vanne pneumatique, avec un filetage. Elle était vissée, elle était normalement fermée. C'est-à-dire que normalement, tu fermes la canalisation. Et là, je vois qu'elle n'était pas vissée jusqu'au bout. Il y avait beaucoup de téflon. Alors là, je demande au technicien, je dis, on en a une lance-père, je peux voir? Donc je regarde sur ces lance-pères, je visse à fond, donc on ferme la vanne, et là, je me mets comme ma vanne, et là, je vois qu'il y a un léger jour. Donc je dis, waouh. Et là, je dis, vous voyez? Alors là, dessus les techs, la vanne est mal montée. Et là, super réflexion. C'est pour ça, des fois, il faut penser aux conditions du problème. Ah mais oui, c'est le plombier en gros du coin qui nous a fait l'install de ces vannes. C'est pas un industriel. Donc là, on a démonté, on a vissé à fond, on a essayé sur une chambre, et ça fait 2 ans et demi qu'il y a le problème. Il y avait des dérogations qualité et tout pour des vannes mal vissées. Mais véridique, hein. Donc ça, c'est des anecdotes. Bon, j'en ai plein, hein. Mais c'est des anecdotes qui m'ont marqué, quoi. Qui m'ont vraiment marqué. Des pannes, 3 jours de panne sur des capteurs aussi. Pareil, 3 jours de panne, c'était un capteur, quoi. C'était grandiose. C'était juste, il y a quelqu'un qui arrive, qui connaît rien, lui, il va regarder en dehors de la boîte et il va te dire, non mais vous avez pensé là, c'est pas ça le truc. Et là, en fait, t'as tous les experts qui passent vraiment pour des gens. Mais c'est ça aussi, le Lean, il t'amène ça. C'est, dans le Lean, on te dit que dans ta résolution de problème, il faut multi-métier. Et le gars qui t'amène le petit plus, c'est souvent le gars qui... Moi, j'ai amené des petits plus à des sujets mécaniques où j'y connaissais rien, c'était juste ma logique. Le Candide. Ouais, le Candide, voilà. La pépite. La pépite. Tu connais rien et en fait, tu arrives avec un regard complètement extérieur. Parfois, tu as l'impression de poser une question idiote et ça va donner un éclair de génie à l'expert et tu trouves la solution, quoi. Ça, c'est génial. Et j'ai une petite question aussi. Tout à l'heure, on a parlé de toi quand tu étais technicien, un peu les qualités du technicien. Et là, j'aimerais parler du coup de ce que tu es aujourd'hui. Tu es responsable technique. Du coup, tu as gravi les échelons. Et quel est le rôle d'un responsable technique et quelles sont les qualités que doit avoir un responsable technique aujourd'hui, autant sur la partie technique que sur la partie humaine?
Oui. Oui, donc du coup, oui, j'ai évolué du coup en tant que responsable technique. Donc après, pour moi, c'est vraiment, pour moi, il faut vraiment avoir une capacité à être leader, quoi. C'est-à-dire à emmener les gens. En fait, pour moi, il faut que vraiment amener quand même quelque chose, un plaisir de travailler, que, enfin, bon, après Hugo il me connaît, mais moi ma principale capacité, je pense, c'est que voilà, je sais que j'ai un pouvoir un peu d'entraînement, d'amener les gens, d'essayer de les responsabiliser, de travailler en équipe. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment après, ça m'empêche pas, hein. Alors aujourd'hui, je fais un métier un peu légèrement différent, là. J'ai changé récemment, ou pour l'instant, j'ai pas de management. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je suis amené à me déplacer pour une problématique sur une ligne, mais par défaut, en fait, je fais ce que je fais en tant que manager, quoi. C'est-à-dire la capacité à aller tous ensemble sur un problème, à créer voilà, une cohésion d'équipe, hein, à essayer d'amener des solutions. En fait, je fais la même chose, même sans être manager, en fait, je fais la même chose, quoi, que ce que je fais en étant manager, quoi. Et après, ce qui est hyper important pour moi, c'est surtout la reconnaissance. C'est-à-dire que, par exemple, exemple concret, pareil dans le médical, on a résolu genre des problèmes qui pesaient depuis longtemps, et l'équipe, il y a des techniciens moi, qui se sont transformés en 3 ans de boîte. Les techniciens que j'avais au début à la fin, c'était un plaisir, quoi. Et en fait, quand on dit la reconnaissance, c'est merci, c'est tout ça, c'est célébrer un truc, j'amène les chocos, on va boire un coup, bon, il y a ça. Mais par exemple, un des leviers que j'ai souvent utilisé, c'est pour des améliorations fortes, c'est pousser les techniciens, un expert, par exemple là c'était un expert, c'est allez, maintenant on va factualiser ce qu'on a fait, donc un PowerPoint, clair, pas trop de mots, on montre notre amélioration, on montre les gains, et là en gros, on me prépare pour le management, et là en fait ce que j'ai fait après, en laissant un peu de temps, je les ai pas envoyés au casse-vivre comme ça, j'ai dit ben moi, c'est toi qui vas au comité de direction maintenant montrer le travail que vous avez fait. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Moi, le technicien, quand je l'ai envoyé au comité de direction, qu'il a montré c'était du travail d'équipe, c'était pas que lui, mais c'est lui qui a l'idée le sujet. Du coup, je dis, mais, il me dit, ah non, mais c'est toi qui vas. Je dis, moi, j'ai rien fait. Moi, c'est toi qui vas, c'est toi qui a, et ça n'a pas de prix. Les gens, ils te le rendent x10, quoi. Ouais, c'est de célébrer les réussites et puis savoir aussi se mettre, se retirer pour laisser laisser la lumière aux personnes qui ont permis de résoudre qui ont eu eux la valeur ajoutée. Quand je suis parti, par exemple, bon, c'était un peu compliqué, quoi, pour l'équipe, mais je leur ai dit, moi, c'est bon, j'ai fait mon boulot ici, j'ai aucune valeur ajoutée. Enfin, j'ai amené, oui, mon mindset, j'ai amené d'autres méthodes de résolution de problèmes, j'ai poussé les gens, mais je veux dire, ils étaient en totale autonomie, quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quelqu'un de l'équipe qui a repris, c'est une fierté, voilà, ça pour moi c'est une fierté, c'est quelqu'un de l'équipe, en fait. Quand je suis arrivé le premier jour, il m'a dit, c'était moi normalement à ta place. J'ai commencé comme ça avec ce collaborateur. Et aujourd'hui, en fait, c'est lui qui a ma place, mais 3 ans après. Et en fait, c'est juste qu'il a évolué, et moi j'ai pas tenu compte de ce qu'il m'a dit le premier jour. Et ça, c'est une fierté, parce que, en gros, pour moi, changer la vie des gens, j'ai un technicien pareil, j'ai changé, je dis pas que j'ai changé la vie, mais le mindset, la façon de voir les choses. Donc changer ça, pour moi, ça, en tant que manager, c'est ce qui me préoccupe. Des TRS, Hugo le sait, on en a monté de 50 à 85% avec des actions, des choses et tout, mais ça reste pas, quoi. Ce qui reste, c'est plutôt l'aventure humaine qu'il y a eu de passer à 50 à 80%, comment on a mené les gens, ce que j'ai créé. Aujourd'hui, j'ai un réseau, du coup, je suis toujours en contact avec ces gens. Moi, le management, bon, je suis très dans l'humain, mais c'est ça pour moi qui est important, quoi. Voilà. Tu parlais des capacités d'être leader, et en fait, de ce que je remarque en discutant avec toi, c'est que je pense que ce que tu veux vraiment, c'est faire grandir tes équipes. Et c'est en ça que je pense que tu deviens un leader. C'est que ton premier souhait, ce que tu souhaites vraiment, c'est en fait faire grandir tes collaborateurs, et c'est ce que tu as réussi à faire. Donc,
chapeau. Mais, en fait, tu retranscris ce qu'on t'a permis, quoi. Toi, quand tu étais technicien, tu as trouvé ce mentor-là qui t'a donné cette opportunité d'évoluer. Et toi, tu le retransmets aujourd'hui à tes équipes. Et ça, je peux le garantir, je l'ai vu à 100%. C'est l'humain avant tout. Mais en vrai, c'est tellement génial de pouvoir avoir l'opportunité de faire un peu finalement ce que tu veux et de pas être bridé tout le temps, et aussi d'avoir des managers qui savent faire tampon par rapport au-dessus, parce qu'il y a souvent aussi ce problème-là dans les usines, c'est que le N+2, 3, 4, peu importe, il va bypasser le manager et il va aller voir direct le tech. Et en fait, le rôle du manager aussi, c'est d'être là et de dire non, je suis ici, je suis là, je fais tampon on parle ensemble. Mais la base, c'est vraiment quand même, pour moi, chaque fois, c'est un peu construire une stratégie, bien définir le cadre avec ma hiérarchie, quoi, qu'on soit bien en adéquation, et transposer à l'équipe, quoi. Et après transposer à l'équipe, des fois, oui, t'as des gens qui sont pas forcément, qui veulent pas aller vers ça, quoi, qui veulent pas aller vers où toi tu veux aller. Mais en gros, c'est pas l'imposer, quoi. C'est montrer un peu, c'est guider au fur et à mesure. Par exemple, je voulais changer des outils où les gars, ça faisait 20 ans qu'ils étaient avec ça, peinard, quoi. Tu comprends que là, j'allais leur changer la vie, ils avaient pas envie de faire ça. Mais c'est l'amener, c'est trouver les bons leviers, l'amener. La rapidité d'être directif, pour moi, ça marche pas. Parce que tu es directif, tu imposes aux gens, ça va être utilisé à moitié, ça va pas être bien fait. Je préfère que le collaborateur, il le voit par l'exemple, et puis après tu peux te remettre en question. Finalement, tu peux te dire, finalement, il a pas tort aussi. Parce qu'en fait, tu confrontes tes idées. Moi, j'ai pas la science infuse, j'ai appris. Donc, pour moi, faut pas prendre on prend parfois dans l'industrie trop de décisions rapidement sur des sujets. C'est pas bon pour moi. Et t'as un exemple où t'as eu tort et c'est l'opérateur qui a eu raison? Genre un petit exemple. Ouais, je dois en avoir là. Ouais, donc oui, sur des. Mais par exemple, j'avais un ralentissement sur une ligne de production. Et moi je disais c'est l'opérateur. C'est l'opérateur. Faut monitorer son temps process, quoi. Il nous fait perdre alors c'était des millisecondes, mais. Et donc, je l'avais plus souvent que d'autres, mais j'ai fait un raccourci, j'ai dit c'est l'opérateur. C'était souvent une équipe ou deux, quoi. J'avais vu ça, en fait, j'avais fait une analyse là, comme il se fait beaucoup sur deux équipes, j'ai dit c'est l'opérateur du matin. Et en fait, quoi, on m'a dit non, il y a d'autres problématiques. Donc il y a des gens à ma place qui ont poussé du coup l'analyse. Et là, qui ont vu, du coup, qu'en effet, il y avait un ralentissement sur la ligne de prod, mais qui n'était pas lié vraiment à une équipe finalement, qui était plutôt lié à des références. Et en fait, en poussant l'analyse, en fait, c'était un process qu'on utilisait pour telle production, où c'était des montées de descente de vérin qui avait, il y avait une usure sur le vérin, donc qui était plus ralenti, quoi. Et donc on perdait 0,5-0,6 secondes. Et c'était dans une version particulière qu'on faisait souvent le matin, qui était souvent avec cet opérateur-là. Et c'est là c'est une leçon pour moi. C'est-à-dire, c'est là tu te fais un raccourci. C'est est-ce que tu as bien tout mesuré, ton Ishikawa, ce que tu veux, ta matière, ton truc. Mais les outils te permettent ça. Là, j'ai fait l'expert, quoi. J'ai pris le raccourci. En gros, la tête de l'opérateur, elle me revenait pas, il est pas impliqué, ça arrive tout le temps le matin, il avance pas, quoi. Voilà. C'est bien. Enfin, je trouve que on parlait des capacités. Enfin, qu'est-ce qui définissait un leader, mais je pense que il y a ça aussi, c'est d'arriver à reconnaître l'erreur, à se dire que factuellement on avait tort et je pense que c'est une preuve d'intelligence aussi. Oui. Et Yann, toi, donc aujourd'hui, tu es responsable technique. Il rêve de quoi le Yann dans 10 ans? Est-ce que moi je trouve que est-ce que la formation c'est quelque chose qui un jour te plairait? Ouais, oui. Qu'est-ce qui te fait rêver aujourd'hui? Après, en gros, moi je suis hyper pédagogue, quoi. Enfin, donc je suis quelqu'un de pédagogue qui aime expliquer, ouais, moi la formation ça me plaît, mais après quand même je suis passionné du terrain. Moi après c'est pas possible ce que je dis, mais des fois je me dis j'aimerais trouver un levier, quoi, les industries entre guillemets en faillite, là,
avec des task force de gens avec un mindset qui va bien, quoi. T'arrives sur l'outil de production, chacun peu dans sa spécialité, parce que bon, moi je suis pluridisciplinaire, mais je connais pas tout quand même. Et c'est d'aller, quoi. Je dis pas qu'on trouverait la solution, mais je pense qu'il y a beaucoup d'industries en France où c'est pas un problème de personne, hein. Je le dis vraiment, quoi. C'est un problème de process et de vision, quoi. Là, par exemple, exemple récent, sur une ligne de production donc où je dois essayer d'augmenter la productivité. C'est vrai ce que je dis, hein, mais on sortait que 1000 pièces semaine, quoi. Et en 5 semaines, en mettant les bons outils, un peu la structure, on fait du 2000 pièces équipe. Et la ligne, elle était là depuis 1 an. Alors bon, il y en a plein qui vont pas croire au podcast, mais c'est pas grave. mais c'est vrai. Donc en fait, moi, je sais que ma valeur ajoutée, voilà, après, je suis dans l'amélioration continue, tout ça, donc ce que je rêve, je sais pas exactement, mais après, j'ai touché une PME, à aller sur des postes d'opération où tu as un peu tous les profils. Peut-être ça me plairait parce que j'ai été, dans ma précédente expérience, en fait, ce qui m'a fait partir, c'est que techniquement, pour moi, j'avais fait le job, l'équipe était au top que j'avais, mais après, c'était les services à côté, par exemple la production ou la qualité, qui pour moi n'étaient pas au niveau. Et là, en fait, quoi, tu te retrouves où ton directeur des opérations, quoi, il le sait, quoi. Comment changer ça? Et c'est là où, en fait, un de mes défauts, quoi, peut-être aussi, c'est un peu l'impatience. Parce que je me suis dit, bon, ben là, ça changera pas dans 10 ans, je suis pas, on est au même moment, c'est le moment de changer pour moi. Donc après, voilà, après, voilà, des postes d'opération, où il y a plus une structure à mettre, une stratégie à mettre, pour sortir un peu plus de la technique, hein, ou vraiment, oui, après de la formation, ou, comme je dis, des task force, entre guillemets, sauvetage, ça me plaît bien. J'aime bien travailler sous pression. Bon. Mais ça me fait penser à Clément, ça te faire sourire, je pense, mais on a tourné un podcast avec Clément sur l'atelier Katanga. Et justement, c'est sur ce podcast-là. Alors, je ne vais pas tout dire parce que l'objectif, c'est que vous l'écoutiez. Alors, je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir, mais c'est comment est-ce qu'il a réussi à reprendre une boîte qui faisait moins 400 000 à l'année, une boîte de production ouais, c'est vraiment une boîte, tu verras, c'était en négatif, ils produisaient, en fait, ils font de la sérigraphie sur les vêtements, et comment est-ce qu'il est passé de moins 200 000, enfin, tu verras dans le podcast, à faire 1 million de chiffre d'affaires en un an, tu vois. Et c'est comment est-ce que t'arrives avec, alors qu'il était même pas ingénieur, tech, etc., quoi. C'est ce nouveau step. Et ça, je pense que ça, effectivement, dans ce que tu dis, c'est des choses qui pourraient te plaire. Récupérer quelque chose un peu en difficulté et amener ta vision technique, mais humaine aussi. Magnifique, Hugo, le teaser de... On fait des liens. Et faut me le faire en godtrait, Hugo. Et... Ouais, je vais te le faire. Non, mais il y a pas de problème. On peut passer une annonce. Donc, si dans quelques années, si vous êtes à la recherche, si vous êtes en pleine task force production, on a un super élément, Yann Danosa, pour régler tous vos soucis de production. Et on aime bien finir avec cette question avec Hugo. Donc on a pas mal on pense de jeunes qui écoutent ce podcast, qui commencent dans l'industrie. Et donc après toutes ces années d'expérience, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui commence dans l'industrie? Ok. Mais le conseil, c'est d'être vraiment, faut être une éponge, quoi. C'est-à-dire, quand tu arrives dans l'industrie, déjà, il faut tester. Pour moi, franchement, l'industrie, ça m'a changé ma vie, quoi. Moi, j'étais pas du tout scolaire, comme je vous l'ai dit. Je suis arrivé là-dedans, j'ai dit, waouh, c'est là, je veux rester là-dedans, quoi. Et même aujourd'hui, j'ai 42 ans, ça fait 20 ans. Je suis parti d'un médical où il y a beaucoup moins de pression. Je reviens sur quelque chose un peu plus, on va dire, automobile. Donc, en fait, c'est déjà un jeune qui veut se lancer dans l'industrie. Pour moi, déjà, faut tester, quoi.
Et si tu vois rapidement pour moi, si c'est ton truc ou si c'est pas ton truc. Mais après, voilà, c'est être vraiment proactif. Et surtout, l'industrie, elle te permet de toucher à tout, quoi. Faut vraiment pas avoir peur de l'inconnu. Moi, j'ai touché à tout. À tous les process. J'ai touché à tous les process. Je fais de la qualité. Des fois, je suis intervenu sur des task force logistiques. En fait, c'est vraiment montrer ton implication, ta proactivité. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est, allez-y, venez dans l'industrie. Enfin, franchement, il y a de quoi s'épanouir. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a cette image un peu, à ma petite échelle, par exemple, sur ma précédente expérience, la maintenance, c'était échangeur de néon, quoi. C'est pas méchant. Je suis parti 3 ans après. La maintenance, c'est un vrai service, quoi. Comme autant que la qualité, c'est un vrai service. Et c'est ça que je veux dire aussi aux jeunes. Aux jeunes, c'est pas avoir l'image industrielle qu'on peut avoir par la télé ou autre, quoi. C'est venir vraiment dans l'industrie, se confronter aux problématiques, à toutes les améliorations qu'il y a à réaliser. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut pas être cantonné à faire du bureau et à suivre un process ou à faire de la gestion de projet basique, quoi. Là, il a de quoi s'éclater sur un métier de la production, technique, la qualité, logistique. Il y a de quoi s'éclater. Ok. Merci Yann. Merci beaucoup pour ce... merci. Pour ce podcast. Merci à vous de m'avoir écouté. Hein. Je suis convaincu que le podcast sera passionnant pour les auditeurs. 1h10. 1h10. Donc, merci beaucoup pour tous ces échanges, ces retours d'expérience. Merci Hugo aussi intéressant. C'est vrai que tu as été mon apprenti pendant 23 ans, mais tu as beaucoup amené. Tu m'as beaucoup amené. Et aussi, ça, c'est une force, quoi. Pour les jeunes aussi, l'apprentissage, ça t'aide à t'orienter, quoi. Pour moi, l'apprentissage, c'est plus fort, on va dire, qu'un parcours scolaire classique, quoi. Et je veux dire, t'en es la preuve, toi, Hugo, ça t'a permis de voir un peu tous les métiers, et aujourd'hui, t'orienter ta vie professionnelle en fonction de ton expérience, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci à Clément aussi, qui a toujours des posts hyper instructifs pour moi. Donc, je vous suis sur LinkedIn tous les deux. Donc, je vous remercie aussi pour le podcast. C'était vraiment sympa. Ouais, avec plaisir. Ouais, super. Moi, si on est validé par Yann, alors. Yann. Ouais, c'est bon. C'est gagné. et je t'envoie les contacts de Thibaut Lavielle de chez Katanga. Je t'envoie tout ça pour que le prochain podcast, on parle de comment Yann a repris une boîte et fait des millions de chiffres d'affaires. Ok. Bon. Ben nice. Merci. Merci. On vous dit à très vite et au prochain épisode. Bye. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous aider à démocratiser les métiers des opérations en nous donnant votre avis en commentaire, en notant et en partageant cet épisode. Ce podcast vous a été proposé par Linkuz, l'expert du recrutement dans la supply chain, les achats et les opérations. La Sphère Indus revient dès le mois prochain. À très bientôt.